Bonjour, je suis Maëlique Denis, bienvenue sur le podcast Passion d'artistes et d'artisans. Bienvenue sur la partie 2 de la rencontre avec Camille Lejeune. Dans la première partie, elle nous racontait comment elle avait eu envie de devenir comédienne et comment elle s'était professionnalisée avec ses 2 premiers projets. Dans la troisième partie, elle nous racontera ses formations. Et dans cette deuxième partie que j'ai nommée Résistance, elle nous explique la création de 3 projets liés complètement entre eux qui se sont déroulés sur ces 12 derniers mois. Ces projets parlent de la résistance et de l'occupation durant la Seconde Guerre mondiale, à Ploaret et ses environs. Elle nous explique comment et pourquoi elle a voulu parler de ce sujet, à travers 3 créations. La première de ces créations s'est faite sur le lieu d'une rafle, à Logivy-Plougras, en binôme avec la musicienne Christina Kousisto. La deuxième création est un long projet avec les collégiens et les résidents de l'EHPAD de Ploaret. Et la troisième partie est comme une conclusion qui s'est faite à l'automne avec à nouveau Christina Kousisto. Et si vous écoutez l'épisode jusqu'au bout, vous aurez une petite surprise. Je vous souhaite une très belle écoute. Le gros projet que j'ai mené sur Ploaret, qu'on a mené sur Ploaret, parce que du coup je n'étais pas toute seule dessus, ça s'appelle Résistance avec un S et un point d'exclamation. Et donc ce projet est né dans ma tête en 2022, donc juste avant que je rencontre la compagnie La Baoakou. Ouais, c'est arrivé dans ma tête, on va dire, au lendemain des élections présidentielles. Au lendemain, ou en tout cas pendant les élections présidentielles, où c'était une horreur pour moi de découvrir que, de nouveau, c'était l'extrême droite qui était au second tour, et qu'en face, on avait notre choix, c'était Macron. Et bref, sans parler de Macron, c'était plus le fait que l'extrême droite passe qui m'a vachement choquée, et de me rendre compte à quel point elle était présente ici dans les campagnes, alors qu'avant, les campagnes étaient plutôt communistes, plutôt de gauche. Très rouge, ouais. Ouais, voilà. Et donc, en fait, si tu veux, ça m'a... moi, je venais d'emménager à Ploaret depuis peu, parce que je suis revenue en 2020, en fait, ici. Et bref, ça m'a vraiment choquée. J'avais un petit garçon qui était tout petit aussi, donc tout d'un coup, l'avenir, en fait, tu le vois autrement, et ça m'a fait peur. Et bref, en gros, si tu veux, j'ai eu envie... j'avais ce constat dramatique dans ma tête. C'est ça. Comment, avec l'histoire de notre territoire, les gens peuvent voter comme ça, quoi. Il y avait complètement ça. Et donc, je rencontre la compagnie La Baoakou, on fait cette création en forêt. La création se termine, je redescends, parce qu'en fait, c'est ça aussi, sur une résidence d'une semaine, c'est piou, ça va à fond. Tu fais des horaires impossibles pendant plusieurs jours, et puis tout d'un coup, tout s'arrête. Et là, c'est une dépression un peu, tu vois. Enfin, ça retombe. Et je me rappelle très bien être dans cet moment de dépression. C'est un grand mot, mais je veux dire, c'est juste que je redescendais, quoi. Et de me promener dans la forêt, dans le coin, là, à Vieux-Marché. Et puis tout d'un coup, de penser aux résistants qui ont marché dans cette forêt avant moi, qui se sont cachés ici, qui ont mis en péril vraiment leur vie, leur liberté, pour que les nazis ne passent pas, et du coup l'extrême droite ne passe pas. Enfin, en fait, ces idées-là, en fait. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais vas-y, on est à la fin de l'année 2022, bientôt on sera en 2024, et on arrivera aux 80 ans de leur arrestation, de leur exécution. Il faut que je fasse un truc, il faut que j'écrive quelque chose sur eux. Et il se trouve aussi que au moment où j'ai eu cette idée-là en tête, c'était au moment où je commençais à vider toute la maison que je suis en train de rénover en ce moment, la vider complètement pour la rénover vraiment de fond en comble, parce qu'on habitait dedans jusqu'à présent, et on habitait dedans avec encore les armoires de mes grands-parents, etc., parce que c'est la maison de mes grands-parents. Et en fait, en vidant les tiroirs, les derniers tiroirs qu'on n'avait pas vidés jusque-là, je suis tombée sur un livre où en gros le titre, c'est, la première page, c'est Dernière lettre de fusillés. Et dedans, ce sont plein de lettres des fusillés de Fresnes, de la prison de Fresnes, donc en 43-44. Et en fait, donc j'étais dans cette espèce de grenier, dans ce bordel avec plein de cartons partout, de la poussière et tout. Cette armoire à moitié vide, à moitié pleine. Ce tiroir ouvert, ce livre que j'ouvre, je lis une lettre, je me mets à pleurer, à chaudes larmes si tu veux.
Donc je me dis, bon, bah, tant pis pour cette lettre, je passe les pages, j'ouvre une autre page, je lis une autre lettre, je me remets à pleurer comme une madeleine. Je me dis, bon, j'en passe, je repasse, je pars, et je faisais que pleurer. Donc j'ai fermé le bouquin, parce que c'était pas possible. Et là, je me suis dit, mais enfin, bref, du coup, j'avais ce livre, j'avais cette pensée pour les résistants, j'avais cette peur de l'extrême droite qui continuait de monter. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose en fait pour les 80 ans des résistants. Donc j'en ai parlé à Annie Brasse-Denis, la mère de Plorette, qui, en lui disant au début, enfin sans lui demander de s'impliquer, mais juste en lui disant, j'ai une petite idée dans la tête, est-ce que si jamais je fais un spectacle sur les résistants de Plorette, j'aurais le droit d'avoir la clé qui a servi à faire dérailler les trains, qui est exposée dans la mairie? Elle m'a dit oui, bien sûr. Et donc voilà, donc je ne savais pas si j'allais faire quelque chose avec la clé, mais en tout cas, je me suis dit, le verre est dans la pomme. Je dis ça parce que... La clé est dans la porte. La clé est dans la porte, c'est ça. Le verre est dans la pomme, c'est une expression de Jean-Luc Thomas, donc de la compagnie Hirondo, qui est juste à côté de nous, là, dans le bureau d'à côté, qui m'a dit cette expression plusieurs fois et qui me parle beaucoup. Et donc, bref, j'ai commencé à mûrir un peu cette idée. J'ai contacté la Baoaku en leur parlant de ce projet-là, en leur disant, voilà, j'aimerais mettre en place un projet qui s'appellerait Résistance, enfin en tout cas provisoirement je l'appelle comme ça, et ce serait sur les résistants de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi sur nous aujourd'hui, où est-ce qu'on se sent résistant, à quoi on veut résister aujourd'hui, pourquoi on a envie de se battre aujourd'hui. Et puis ils m'ont dit que le projet leur parlait beaucoup. Et en gros, c'est par ces premiers échanges-là qu'ils m'ont accueilli dans leur compagnie, et puis ensuite qu'on a commencé à penser à ce projet-là. Donc moi, je leur avais dit que j'avais une envie d'une nouvelle création professionnelle, où je n'avais pas forcément envie d'être toute seule comme héritage, et en parallèle, j'avais envie de travailler avec les jeunes. En fait, en gros, l'endroit où les résistants ont été arrêtés et torturés pendant une dizaine de jours, 15 jours presque, il se trouve juste à côté du collège de Plorette. Oui, c'est 2 rues. Ouais, t'as une petite forêt entre les deux, et c'est tout. Et en fait, je me suis dit, mais les résistants étaient un peu plus âgés que les collégiens d'aujourd'hui, certes. Enfin, ils avaient entre 18 et 24 ans, mais n'empêche, c'est pas si vieux par rapport à eux. Et là, le collège est vraiment juste à côté. Et j'avais très envie de pouvoir leur raconter cette histoire-là en me disant peut-être qu'ils savent pas en fait. Peut-être qu'ils ne sont pas du tout au courant qu'il y a 80 ans, des jeunes hommes comme eux ont fait dérailler les trains, ont tout fait pour que les Allemands se barrent ou en tout cas ne puissent pas s'installer ici et que voilà, dire non à la guerre en fait. Et donc j'ai eu envie de travailler avec eux et en même temps, on a des témoins encore vivants de cette période-là qui sont à l'EHPAD, ou pas que à l'EHPAD d'ailleurs, hein, mais en tout cas il y a l'EHPAD à Plorette aussi, avec certaines mémoires encore vivantes qui peuvent nous raconter des choses. Et du coup, moi mon envie c'était vraiment de réussir à décloisonner ces deux mondes en fait, qu'ils se rencontrent, qu'ils se parlent, et voilà en fait, décloisonner, je crois que c'est vraiment le mot qui me parlait le plus, d'essayer de faire sortir les résidents de leur EHPAD et faire sortir les collégiens de leur collège. et voilà, on est sur la même commune, qui puissent se rencontrer. Et donc voilà, il y avait ce gros machin un peu dans ma tête. En même temps, en parallèle, donc la compagnie Hirondo Rustica qui est installée sur Plorette, avec donc Jean-Luc Thomas qui m'a beaucoup aidée quand je suis arrivée ici, dans le sens où il m'a fait rencontrer beaucoup de monde et il m'a aussi, pas mis un coup de pied au cul, mais un peu quand même, en gros, qui m'a un peu dit de ne pas laisser tomber, parce que quand je suis arrivée vraiment sur le territoire, je me suis dit que j'allais pas rester comédienne, que j'allais devoir changer de voie, quoi, parce que je me voyais pas du tout réussir à refaire toutes mes heures d'intermittence tout le temps ici, je voyais pas l'issue. Et c'est lui qui m'a vraiment dit de m'accrocher. Que tu pouvais y arriver. C'est ça. Qu'il fallait que j'y croie et que je continue dans ce que je faisais, que c'était bien, que c'était juste et qu'il fallait que je continue. Donc merci à lui parce qu'il a joué une sacrée carte. Et bref, du coup, lui et sa compagnie, avec la compagnie Viacane, qui sont du coup juste derrière nous, là, dans la pièce d'à côté. Hirondo Rustica, c'est de la musique, et Viacane, c'est des marionnettes. C'est ça. Et en fait, ces deux compagnies partagent les mêmes locaux qui sont juste à côté. Et ils ont décidé d'organiser
un événement qui s'appelle les Rivières aériennes. Et donc en 2023, c'était la 2e édition. Et pour cette 2e édition, ils ont décidé d'aller sur un village encore à côté, dans un hameau, où dans ce hameau, il y a eu une rafle en 1944. Et il se trouve que l'événement avait lieu juste le jour anniversaire de la rafle, 79 ans après, mais jour pour jour, et dans le même lieu, quoi. Donc autant te dire que c'était fort. Et en fait, comme Jean-Luc savait que j'avais ce projet Résistance en tête, il m'a dit si tu veux, tu peux t'emparer de cet événement pour faire une première étape de création. Et donc j'ai dit oui, et je suis partie donc là-bas, à quelques kilomètres d'ici, pour... Où ça ? Au Dresnay, à Logivi-Plougraz, pour un peu travailler sur une première étape de création. Et j'ai écrit donc quelque chose sous forme de lettre adressée à ces 13 jeunes hommes qui ont été raflés en fait de façon un peu gratuite parce qu'ils n'étaient pas résistants. Donc après je me suis retrouvée avec cette matière où j'avais à peu près 3/4 d'heure de texte. Enfin pas 3/4 d'heure de texte mais 3/4 d'heure de spectacle parce que là j'étais avec Christina Kuusisto qui est une musicienne finlandaise bandonéoniste. Les compagnies qui organisaient l'événement nous avaient mis en relation en nous demandant qu'on allait partager le même endroit, à peu près le même horaire, si on avait envie de créer ensemble ou bien de faire une chose après l'autre, ce qui était un peu dommage. Et donc on s'est rencontrés plusieurs fois et on s'est vachement matché, on va dire, on s'entend super bien. Et donc je lui faisais part, en fait, j'arrivais chaque fois chez elle avec un nouveau cahier, on va dire, des nouveaux textes, des nouvelles lettres. À chaque fois que j'arrivais chez elle, je me mettais à pleurer, en lisant la nouvelle lettre. Et je me suis dit que j'étais pas sortie de l'auberge quand même avec cette histoire. Et bref, du coup, si tu veux, j'avais cette première étape de création en sortant de là, que ensuite j'ai retravaillé pour, on va dire, pour parler des résistants de Pleurettes, parce qu'en fait, finalement, c'était 2 histoires différentes, et donc avec Christina aussi. Et donc, aussi, à côté de ça, en parallèle de tout ça, on a mené avec la compagnie La Bawaku un projet EAC, donc éducation artistique et culturelle, sur le territoire de Pleurettes, auprès des collégiens et des résidents de l'EHPAD, donc qui s'appelle Résistance avec un S et un point d'exclamation, sur toute l'année scolaire. Donc tous les mercredis, on était avec les collégiens, et à partir du mois de mars, tous les mardis, on était avec les résidents de l'EHPAD en plus, pour créer un spectacle que les collégiens ont mené. C'est les collégiens qui étaient sur scène au mois de juin, et une résidente est montée sur scène à la fin. Mais c'était trop dur de réussir à mettre les résidents avec les collégiens au niveau des emplois du temps, en fait. Tout simplement, c'était un vrai calvaire de faire croiser tout ça. Et donc la façon dont on a réussi à faire en sorte que les résidents soient quand même sur scène avec les collégiens, c'était de tendre un grand drap et de projeter sur ce drap tous les films, toutes les captations qu'on avait faites pendant l'année, pendant notre temps de résidence avec eux. Des moments filmés, par exemple la grande sphère que tu as vue qui a été suspendue sous le porche de Pleurettes, qui a été créée par les résidents et les collégiens. Ce moment-là a été filmé, et donc le moment filmé a été projeté pendant le spectacle. Un autre moment, je leur avais dit un poème d'une Trégoroise aussi, Yvonne Le Fustec, qui est décédée, mais qui a fait un recueil de poèmes, et il se trouve que dans ce recueil, il y a un poème qui est hyper percutant avec le monde d'aujourd'hui, qui s'appelle Mon Credo. Et donc en fait, j'avais dit ce poème aux résidents plusieurs fois, et ensuite avec la compagnie, on leur a imprimé une phrase par poème à chacun, qu'ils devaient essayer de retenir par cœur, et ensuite on les a enregistrés. Donc en fait, il y avait ce poème aussi qui était diffusé pendant le spectacle. Donc voilà, ça c'était le gros projet de l'année, très dense, très chronophage et très soutenu. On a eu le département qui a été vraiment là pour nous, la commune de Pleurettes a été très très présente et très très soutenante au niveau financier à la hauteur d'une petite commune. On ne peut pas demander non plus des sommes, tu vois, c'est pas possible. Mais au moins au point de vue logistique, voilà, c'était vraiment génial. Et puis ensuite, le projet est tombé dans l'oreille
de diverses personnes au département surtout d'une personne au département qui s'est battue pour qu'on puisse avoir le maximum de subventions possible, pour qu'on puisse mener ce projet le plus loin possible, en fait, qui soit à la hauteur des rêves, du rêve annoncé, quoi. Et donc là, vous avez fait une représentation avec les collégiens. Oui. Et c'est pas fini ce projet-là. Ce projet-là, avec les collégiens et les résidents, il est terminé. Je pense que là, pour l'automne, je vais préparer comme une conclusion, si tu veux, quelque chose pour vraiment clore ce projet, vraiment. Mais en gros, il s'est terminé le jour de leur représentation. C'était le 8 juin. C'était la veille. C'était la veille des européennes et de la dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà. Et ça s'appelait Résistance, avec un S et un point d'exclamation. Je peux te dire que je m'en rappelle. Hein. Ouais, non, là c'était vraiment waouh. Et les parents, ils étaient venus au spectacle? Les parents des ados? Ouais. Ah bah oui. Ah oui. Ouais, ce projet EAC, en tout cas, l'éducation artistique et culturelle est terminé. Mais par contre, le projet en parallèle, tu vois, le spectacle professionnel, il est presque pas encore commencé, si tu veux. Mais du coup, ce projet-là, je l'ai joué avec Christina au printemps. On l'a joué en 2 parties pour que ça colle aux dates anniversaires des résistants. Donc on a coupé le spectacle en 2. On a joué la première partie le 23 avril, le jour anniversaire de leur arrestation aux résistants. Et on a joué la deuxième partie, donc les 3 autres quarts d'heure, le 6 mai, le jour de leur exécution. Et donc, mais sauf que tu vois, c'était frais, quoi. Je venais à peine de finir l'écriture que pouf, ça y est, c'était sur scène avec le spectateur. C'était vraiment très très frais, mais j'y tenais aux dates. Je sais pas, peut-être que c'est encore forcément lié. Ça je l'ai pas dit, mais c'est peut-être lié aussi à mon histoire familiale. C'est que parmi les 7 résistants de Ploërette, il y avait le frère de ma grand-mère et son fiancé de l'époque. Donc en fait, si les résistants n'avaient pas été exécutés, ma grand-mère se serait aussi mariée avec son fiancé et moi je serais pas née derrière, ma mère serait pas née, etc. Donc c'est certainement une sorte de continuité d'héritage, tu vois, de ce spectacle. Mais un jour, je vais réussir à boucler cette boucle, certainement, et je vais passer à autre chose. Peut-être du côté paternel, je sais pas. Non, j'en sais rien, mais... Et je pense que peut-être que je me sentais un peu pas libre en ce sens... de faire... peut-être que je me sentais pas tout à fait libre et j'avais une sorte de devoir d'hommage par rapport à ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. De pas rater la date ou de pas... c'est ça. Ouais, comme si tu ratais un anniversaire. Ouais, un peu. Je pense. Comme le projet était vraiment embarqué, au début, si tu veux, on savait pas pour les subventions. On les a su super tard. On a su vraiment fin mars que c'était bien parti. Mais moi, je jouais le 23 avril, tu vois. Et puis, on était en résidence avec les collégiens depuis le mois d'octobre. Donc, en fait, si tu veux, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de travail où je ne savais pas du tout si ce temps investi allait être finalement rémunéré ou pas. Voilà, il y a eu énormément de temps investi comme ça. Mais bon, c'est le jeu de la plupart des projets. Et en gros, si tu veux, le projet, donc ce spectacle pro s'appelle... provisoirement, mais je crois que pour l'instant il s'appelle vraiment comme ça, Kars Kars Va-t'en. Et Kars Kars en breton, ça veut dire va-t'en, ça veut dire pars, littéralement ça veut dire marche, mais en gros c'est... Fuis, ouais, pars. Et en fait, le Kars Kars, il est revenu à plusieurs moments de mon enquête, entre guillemets, quand j'ai travaillé sur l'écriture de ce spectacle. Il est revenu au Dresnay. Une maman est venue alerter son fils que les Allemands étaient en train d'enfermer le hameau et qu'il fallait qu'il fuit. En tout cas, il était peut-être en danger, même si on ne savait pas qui était en danger ou pourquoi, puisque lui non plus n'était pas résistant. Mais en gros, si tu veux, elle a réveillé son fils qui dormait dans une grange et son fils lui a répondu « Kars, Kars ». Et je ne sais toujours pas aujourd'hui si le « Kars, Kars », ça veut dire « barre-toi de là parce qu'en fait tu vas te faire attraper » ou « barre-toi de là parce que tu vas me faire repérer » ou « barre-toi de là parce que j'ai pas fini de dormir, il est 7h du matin, on est dimanche, tu vois. Et voilà, j'ai pas encore la réponse et j'aurai jamais la réponse à cette question. Et un autre Kars Kars, c'est la sœur d'un résistant de Ploërette qui n'a pas été arrêté, mais qui était le chef en fait Le chef du réseau ? Le chef du réseau, ouais, Yves Trédan, qui était sur Vieux-Marché. Lui, il était dans un champ et en fait sa sœur a vu les Allemands débarquer. Les Allemands lui ont demandé où était son frère. Ils ont forcé sa sœur à monter dans un camion ou je sais pas, pour qu'elle les mène jusqu'à ce champ. Et en fait, elle a eu le temps de sauter
par-dessus la barrière, de courir et puis de crier « Cars, Cars !» Et elle aurait dit « I remind !» Enfin, ils sont là. Et du coup, il a eu le temps de partir en courant. Bref. Et puis après, le Cars, Cars, va-t'en, pour moi, ça veut aussi dire va-t'en, méchante idée de l'extrême droite. Et donc, pour l'instant, ce spectacle s'appelle comme ça. On verra si je vais garder ce titre. Et donc, je suis avec Christina Cosisto dans le spectacle. Donc, il est peut-être question qu'on le rejoue dans un mois et demi. Pour l'instant, c'est pas encore arrêté, il n'y a pas de date ni rien de précisé. Mais comme il y a une dame qui est la fille d'un résistant qui n'a pas été attrapé non plus, qui a écrit une BD sur son père et sur du coup les actions des résistants, et que la BD est sortie. Ouais, T'as les noms de cette femme? Oui, de cette femme et de la BD. Alors la BD s'appelle La Marseillaise, c'est le nom du groupe des résistants, et la femme s'appelle Gisèle Jacob Le Terrien. Mais Jacob, c'est son nom de jeune fille, c'est le nom de son père. Et donc en gros, on s'est dit que ça pouvait être sympa de représenter encore, enfin de montrer ce spectacle avec cette femme qui présente sa BD le même jour. Cela tombe très bien que Camille parle de Gisèle Jacob Le Terrien, car je voulais vous parler de son travail qui résonne vraiment parfaitement avec toutes les créations que Camille a pu faire durant ces 12 derniers mois. J'ai appelé Gisèle et je lui ai demandé un peu plus de m'expliquer son travail. Donc cette femme, qui a fait sa carrière dans le milieu médical, a voulu raconter l'histoire de son père, Albert Jacob. Elle m'a expliqué qu'elle n'était pas une professionnelle de la BD, mais qu'elle sentait qu'elle devait raconter l'histoire de cette façon. Elle a mis 2 ans à réaliser sa BD, en faisant des grands formats à l'acrylique, puis en scannant chacun de ses tableaux, en prenant en main un logiciel de montage pour faire des BD. Au départ, elle pensait juste faire une impression à compte d'auteur pour distribuer cette histoire à sa famille, et finalement, de fil en aiguille, elle s'est rendue compte que cette histoire parlait à beaucoup plus de monde. Elle parle de plusieurs hommes qui se sont battus, qui ont été résistants, dans le bataillon qui s'appelait la Marseillaise. Ils se nommaient Yves Trédan, Eugène Daniel, Léon Guerson, Pierre Menou, Auguste Le Pape, Arsène Faujourdon, Albert Jacob, Auguste Pastol. Ils avaient entre 21 ans et 24 ans. Et beaucoup d'entre eux ont fini fusillés. Si vous voulez découvrir son travail, je vais mettre en story quelques photos de sa BD, et elle m'a aussi donné quelques dates où on peut la voir. Donc, le 17 décembre, elle retrouvera ses anciens collègues de l'hôpital de Saint-Brieuc, je crois dans une sorte de marché de Noël. Et le 1er février, elle sera au Salon des auteurs bretons. Vous pouvez trouver quelques exemplaires de sa BD dans la librairie Goualard à Lannion, à la Nouvelle Librairie à Saint-Brieuc, à BD Ouest, également à Saint-Brieuc, et je l'ai trouvé à la Maison des Bulles à Morlaix, où ils avaient quelques exemplaires également. Elle va très prochainement créer une page pour pouvoir la contacter. Je vous la transmettrai dès que je l'aurai. Son envie est avant tout de transmettre cette histoire aux jeunes pour qu'elle ne soit jamais oubliée. J'aimerais également vous conseiller un classique du cinéma que je n'ai pas encore vu et on pourra en discuter. C'est La Bataille du Rail de René Clément de 1946 qui rend hommage aux résistants cheminots. Et je vous l'avais promis, en surprise finale, en petit cadeau, mon fils vous lit la poésie Mon credo de Yvonne Le Fustec. Mon credo. Je crois au don de vivre au milieu des désastres, à l'instant de la bête, à l'idéal humain, au miracle du cœur, au prodige des mains, comme à l'éternité de la terre et des astres. Je crois au lendemain, semaille du vent, au pouvoir de la source, aux racines vivaces. Je crois au sillon, droit que le devoir, toute trace au vérité du sage, à Célus du savant. Je crois à l'arc-en-ciel, vœu de la colombe, à la foi créatrice, au livre du penseur, à la ténacité de l'effort bâtisseur. Et je crois au regret sur le marbre des tombes. Je crois au merveilleux dans les yeux d'un enfant, au message des fleurs,
au rêve à l'étincelle, au soutien d'un ami, quand la force chancelle, et je crois à l'amour, sur le mal triomphant. On pourrait donc me dire, et me redire encore, que ce monde n'est plus qu'un chaos démentiel. Je guette l'hirondelle aux 4 points du ciel et garde ma fenêtre ouverte sur l'aurore. Merci. J'en appelle à votre participation. Je dois également vous dire que Camille cherche des lieux pour jouer cette 3e partie de son spectacle. Et je pense que par les temps qui courent, c'est indispensable de voir ce genre de choses. Elle n'a eu que très peu de dates, mais les personnes qui l'ont vue m'ont dit que c'était vraiment un moment très fort pour elle. Alors, faites fonctionner vos contacts. Merci pour votre écoute. La partie 2 est à présent terminée. Vous pourrez bientôt écouter la partie 3, mais vous pouvez également écouter la partie 1 si vous avez pris les épisodes dans le désordre ou si vous voulez les réécouter. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très vite sur le podcast. Au revoir.